Comment ça va mes squeezos? J'espère que vous vous portez à merveille pendant cet été, que vous passez des bons moments. En tout cas aujourd'hui vous voulez une histoire et vous allez être servi. Je vais vous parler d'un milliardaire, John Chiang, qui comme beaucoup d'autres milliardaires avant lui se faisait chier. Beaucoup d'argent mais une solitude incroyable et un vide dans le cœur à combler. John Chiang il a voulu se lancer du jour au lendemain dans le cinéma. Alors il a pas voulu se lancer devant la caméra, il a pas souhaité devenir une star du cinéma en étant acteur ou quoi, non, il a voulu produire des films. Ou plutôt produire un film qui deviendrait une œuvre culte, qui battrait tous les records, qui serait même peut-être à la fin une référence dans le 7e art. Et... Sauf qu'au lieu de ça, son projet c'est devenu ce truc où quand tu le vois, tu te dis putain mais comment autant de cerveaux, autant d'humains ont bossé là-dessus et ça pue la merde. Messieurs dames, laissez-moi vous présenter Empires of the Deep, le film qui devait être le Avatar chinois. Effet 3D, aventure épique, budget gigantesque, on parle de plus de 150 millions de dollars. Bref, ça vend du rêve là, j'ai envie de le voir. Eh bien non, parce que si on parle de ce film aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est bien, c'est parce qu'il est tout simplement jamais sorti. Ce projet a été un tel bordel qu'il n'a jamais abouti et à la fin de cette vidéo, une chose est sûre, vous souhaiterez une seule chose, voir ce putain de film. Et oui, je vous promets, croyez-le ou non. Alors Tout ce fiasco commence en 2006, c'est plutôt récent, mais avant ça, je dois vous parler du sponsor de cette vidéo, Saily, très pratique pour cet été. Ah, vous l'avez peut-être vu venir celui-là, normalement je décale un peu mieux. Saily, c'est le service eSIM à ne pas manquer quand vous voyagez. Pour ceux qui savent pas, une eSIM, c'est une carte SIM dématérialisée que vous pouvez facilement installer en quelques clics sur votre téléphone. Ça vous permet de rester connecté à internet peu importe le pays où vous voyagez et à un coût très avantageux. Saily fonctionne dans plus de 190 pays différents, donc il y a vraiment de quoi faire. Canada, Thaïlande, États-Unis, Philippines, Japon. Avec Saily, vous évitez aussi tous les soucis liés aux cartes SIM physiques, comme la queue à l'aéroport là pour choper une carte SIM locale, mais aussi les très vilains frais d'itinérance qui entraînent un hors forfait monumental. Et surtout, c'est super flexible puisque si vous utilisez toute votre enveloppe de giga, bah vous pouvez tout simplement la recharger via l'application. Alors comment se procurer cette merveille? Bah c'est simple, c'est via l'application. Voilà, faut juste installer l'application avant votre départ sur iOS ou Android. Vous choisissez un plan correspondant à la zone géographique dans laquelle vous partez en vacances et à votre besoin en données. Et hop, en quelques clics, c'est terminé. D'ailleurs, pensez bien à l'activer avant votre départ, comme ça dès que vous arrivez, vous êtes connecté. Si vous partez bientôt, vous pouvez télécharger l'application directement via mon lien en description ou avec le QR code qui s'affiche en ce moment même à l'écran. Et vous aurez 15% de réduction en utilisant le code Squeezie au moment de payer votre eSIM. Voilà, merci encore à Saily pour la sponsor et on retourne dès maintenant dans l'histoire. Alors je disais, ça commence en 2006 en Chine avec un certain John Chiang, donc le fameux milliardaire. Alors faut savoir que lui c'est pas du tout un gars du ciné, c'est un architecte qui est devenu milliardaire parce qu'il a eu l'idée de faire des bâtiments au style européen comme celui-ci, qui ont cartonné en Chine, tout le monde voulait son faux immeuble haussmannien. Sauf qu'en réalité l'immobilier, l'architecture, tout ça, Monsieur Chiang il s'en moque un peu. Puisque ce qu'il passionne depuis toujours, c'est le cinéma. Alors le temps passe et le frérot nous sort une classique crise de la quarantaine. Mais, contrairement aux autres, lui il se met pas à vouloir enchaîner les conquêtes ou à changer brusquement de style vestimentaire. Il décide juste de vouloir faire un film. Et comme c'est un milliardaire, il veut pas facilement faire un film, il veut ni plus ni moins, je cite, conquérir Hollywood. Ok mec, excuse-nous, mais quel rapport? Ah peut-être ça ferait des bons décors de film. Ah non, je crois même pas, non. Alors en vrai, pourquoi pas, en grandissant, on découvre des nouveaux trucs, on a des nouvelles passions. Il pourrait commencer modestement avec, je sais pas, un court-métrage, histoire de se former un peu au 7e art et d'être sûr de lui, d'être sûr qu'il aime ça déjà. Mais non, Chiang est un ambitieux, messieurs dames, c'est hors de question. Ce qu'il veut lui, c'est créer le meilleur film 3D de tous les temps. Et accessoirement, il veut aussi le décliner juste derrière en jeux vidéo et en parc d'attractions. En gros, il veut un peu être le Walt Disney chinois, mais à Hollywood. Et c'est con en vrai, parce qu'en Chine, honnêtement, ça aurait pu se tenter, il y avait une place à prendre, mais à Hollywood, Chiang, t'es personne. Bon, autant vous dire que les gros studios d'Hollywood ignorent ces messages et que le seul type qui va lui répondre, c'est un certain Mac Byers qui lui s'intéresse un peu au dossier. Ce type, il a quelques contacts et il se dit que ça peut être un dossier prometteur, ne serait-ce déjà parce que Chiang a un budget illimité, mais aussi parce qu'il a déjà un script complet à proposer, messieurs dames, Mermaid Island. Ou l'île aux sirènes en français. Il contacte donc un pote à lui, Jonathan Lawrence, qui a pas beaucoup d'expérience mais qui est hyper motivé. Il se dit que quitte à bosser sur un projet risqué, autant le refiler à un gars qui a moins de CV que lui mais qui a la giga-dalle et qui va se buter sur le projet. Lawrence évidemment est hyper hypé par l'idée et il se dit que c'est probablement l'opportunité de sa vie. Et en plus il est fan d'Indiana Jones comme Chiang. Regardez-moi ça, au point il porte des chapeaux à la Harrison Ford un peu partout où il va. Je suis cringé. Bref, Chiang et Lawrence se rencontrent officiellement aux États-Unis et premier problème, Chiang parle pas du tout anglais. Et Lawrence parle pas un mot de chinois non plus, évidemment. Donc toute l'explication du scénario, là, elle se fait par un interprète qui est totalement en galère. Et ouais, parce que le mec, il doit expliquer que ça parle d'aventures sous-marines, de royaume des sirènes et de héros grecs à la recherche de son daron kidnappé par un seigneur de guerre démoniaque. Bref, c'est un petit délire le film apparemment quand même. Face aux réactions de Lawrence, Chiang comprend que la traduction passe pas de fou et donc met pas spécialement bien en avant son scénario. Donc il décide de faire plus simple pour lui expliquer correctement sa vision. En gros, dans les grandes lignes, il lui explique que son film, pour lui, ça doit juste être le fin mélange des Transformers, du Seigneur des Anneaux, de Pirates des Caraïbes et de Shakespeare.
Je suis pas si bien foutre là. En tout cas, merci Chang parce que maintenant, grâce à ça, on se projette. Putain, on se projette. Bon, fin de la blague, Laurence, face à ça, il se projette pas du tout. Il comprend pas vraiment à quoi doit ressembler le film pour satisfaire Chang. Mais bon, il se dit que sur un malentendu, on sait jamais qu'il faut quand même y aller, ne serait-ce que parce que le type a un budget monumental. La discussion entre nos deux amis continue, sauf qu'au bout d'un moment, Chang se déchauffe complètement. Il trouve que Lawrence n'est pas assez réceptif à ses idées. Et bizarre, tiens donc. Et donc, il va finir par tout simplement le climatiser avec un magistral. Écoute, gamin, t'es pas assez Transformers à mon goût. Ok, j'ai pas compris ce que ça veut dire. En tout cas, Lawrence a pas non plus compris ce que ça veut dire. Donc il lui dit, bah écoute, gars, au pire, on n'est pas obligé de bosser ensemble. Voilà, si ça fit pas entre nous et qu'on n'a pas la même vision, c'est pas grave. Au moins, on se sera rencontrés, c'est très bien. Boum, boule fumigène de Chang. Avant même que Lawrence finisse sa phrase, il est déjà retourné en Chine. Fin de l'entrevue. En revanche, n'ayez crainte, on va le retrouver, Lawrence, un peu plus tard. Bon, Chang passe donc à une nouvelle cible pour essayer de réaliser son blockbuster marin. Et cette fois, il se tourne vers un certain Randall Frakes. C'est un gars qui a déjà bossé sur Terminator et qui lui dit que son script, bah c'est de la pure merde. Nul. Face à cette remarque, Chang fait genre de pas avoir entendu et il propose à Randall de venir faire un tour avec lui dans sa Lamborghini. Voilà, histoire de bien lui rappeler qui est le patron, qui a de la thune là. Hein? Bon, malheureusement ça marche pas, Randall la Lambo, il s'en bat les couilles. Voilà, lui ce qu'il veut c'est surtout pas être seul sur un dossier aussi bancal. Donc il lui explique qu'il veut bien tenter de rebosser le script, mais uniquement si Chang trouve un autre gros nom dans le milieu pour bosser dessus avec lui. Chang se creuse la tête dans tous les sens et finit par mettre la main sur une vraie perle rare pour le coup, Arvine Kershner. C'est tout simplement le réalisateur d'un des Star Wars. Mais il a désormais plus de 80 piges, il est complètement finito. En vrai c'est bien, mais disons que pour avoir une nouvelle vision, de l'originalité, un vent de fraîcheur, je sais pas si c'est le casting idéal. En tout cas, ils vont ensemble malgré tout écrire une histoire pas trop mal. Un truc de science-fiction où des gamins partiraient à la recherche d'une source d'énergie infinie dans les profondeurs marines. Bref, de quoi un peu coller avec les envies de Chang et surtout de quoi avoir du potentiel de jeux vidéo et de parcs d'attractions. C'est pile dans la DA et surtout ils ont tout fait pour que le script parle à un public aussi bien américain que chinois. Chang déteste. Il le déteste, il préfère son truc à lui. Cette merde là. Résultat, Randall et Arvine ça dégage et place à notre nouveau mousquetaire, Jean-Christophe Comard, connu sous le nom de Pitoff. Lui c'est un français expert en effets spéciaux qui s'est lancé dans la réal et qui a comme palmarès le film Catwoman. Là vous vous dites waouh, Catwoman quand même, on connaît tous cette licence, c'est forcément nul à chier son film. Nul. Bon, son palmarès est nul, mais c'est pour ça qu'il est carrément touché d'être contacté pour bosser sur ce Avatar chinois et qui prend le temps de se pencher dessus avant d'avouer à Chang que bah, le script actuel en l'état est nul à chier. Ah merde. Ça fait quand même beaucoup de personnes qui lisent ce script et qui disent que c'est vraiment de la merde. C'est qu'à un moment donné, Chang fait un effort. Et quand même le gars qui a une étoile sur Hallucinate lâche ça, c'est que vraiment faut se remettre en question au bout d'un moment, ou aller se faire foutre. En tout cas, Chang sent qu'il y a une belle histoire à écrire avec Jean-Christophe. Une belle histoire dans laquelle il toucherait directement 400 000 balles pour se mettre à bosser avec lui. Bon bah notre ami JC, c'est qu'un homme, hein, et il accepte immédiatement et c'est parti pour se mettre à écrire un vrai script digne de ce nom. Pendant plus d'un an, il fait donc tout ce qu'il peut pour sortir sa meilleure œuvre. Des beaux visuels, de l'humour, une aventure poignante, il y met tout son cœur et Chang déteste. Il va même en rajouter une couche en disant que les co-auteurs que JC a choisis sont nuls, avant de demander à tout le monde de rentrer chez soi. Allez hop, fin de la fête. Devinez donc qui reçoit un appel 2 ans après s'être fait complètement ghoster. Allez, un petit indice. Mais oui, c'est Lawrence. Chang lui explique qu'il cherche toujours un réal pour son projet de Avatar chinois et que visiblement sa meilleure piste maintenant, bah c'est lui. Donc le gars qu'il a recalé 2 ans plus tôt. Bon, forcément Lawrence, ça le fait un peu chier, ça te fait prendre pour un con à l'époque, il accepte immédiatement. Pour lui, je cite, il y a moyen de se faire un bon billet et de rigoler. Je pense que c'est la première partie de la phrase qui l'intéresse. Bon, Chang a quand même un argument béton, on peut pas lui retirer ça, c'est qu'il dit qu'il est prêt à investir plus de 130 millions de dollars dans ce projet de film. Faut savoir qu'un budget pareil pour un film, à l'époque, même à l'échelle d'Hollywood, c'est absolument énorme. Donc Lawrence s'emmerde même pas à lire le script et il signe le contrat sur le champ. Grave erreur. Il va découvrir l'ampleur des dégâts avant même d'arriver en Chine dans l'avion. L'île aux sirènes s'appelle désormais l'Empire des Profondeurs. Et l'histoire à chier que Chang lui avait pitché à l'époque est encore pire qu'avant. Bon, préparez-vous, faut se projeter un peu, et pour la première fois, pour vous aider à vous projeter, je vais générer avec des IA des trucs pour que vous visualisez bien le délire. C'est une terreur nocturne, je vous préviens. Donc, on a toujours un héros grec, là, Atlas, qui a désormais un alter ego malicieux, qui s'appelle Tragine. Et alors qu'Atlas fait la fête dans son village natal, il se fait attaquer par une armée de tritons, qui chevauchent des crabes géants. Et l'un des crabes géants, là, bah, il vole un bout du temple local avec sa grosse pince, j'imagine. Et un autre, lui, kidnappe le père d'Atlas. Donc, Atlas et Tragine partent en mission pour casser la gueule des tritons et ramener le daron à la maison. Et pour ça, direction donc Crab Island. Alors qui ils affrontent en arrivant sur place à Crab Island? Des sirènes qui couchent avec tous les hommes qu'elles croisent avant de les tuer. Alors nos héros s'engagent ensuite dans un combat à mort contre le mage démon qui était porté disparu depuis 1000 ans. Alors après ça, ils recrutent des fées, ils cassent la gueule d'une armée de démons crabes. Et le plot twist, c'est que le mage démon, en fait depuis le début, c'est Atlas, le héros grec.
c'est super nul, tout simplement. En tout cas, imaginez bien la gueule de Lawrence qui découvre tout ça enfoncé dans son siège d'avion, en direction du drame. Il est même pas encore arrivé qu'il réalise qu'il vient tout juste de signer le pire contrat de sa vie là et qu'il va devoir assumer malheureusement. En tout cas, Lawrence, vrai bonhomme, il se défile pas. Alors il lance la première étape, le casting. Le perso principal Atlas sera joué par Steve Paulides, 29 ans, qui vient juste de finir son école de théâtre. Il a presque aucune XP à part son école, mais en tout cas bravo à lui puisqu'il vient directement de signer pour la trilogie complète. Ah, je vous ai pas dit que c'était une trilogie? Son acolyte sera joué par Max Molion, un gars qui a joué dans quelques films indés et c'est déjà pas mal. Pour ce qui est de l'actrice principale qui va tenir le premier rôle, je vous présente Monica Bellucci. Ciao, je rigole. En revanche, Chang lui a vraiment fait une offre. Il en a d'ailleurs aussi fait une à Sharon Stone, rien que ça, mais elles ont toutes les deux dû sentir le bourbier. Finalement, c'est Olga Kurilenko qui acceptera le rôle, et vous la connaissez probablement puisque c'est une mannequin franco-ukrainienne qui a joué dans un des James Bond. Pour la reine des sirènes qui bute des gens, ce sera Shi Yanfei qui obtiendra le rôle. Vous la connaissez pas? Mais c'est normal, c'est juste la copine de Chang qui rêve de faire du cinéma. Elle parle pas un mot d'anglais. Casting validé, merci, au revoir. Il est maintenant temps pour Lawrence de passer à la deuxième étape, le choix de l'équipe technique. Alors sur ce point, c'est Chang qui gère puisqu'il a sa propre boîte de prod dans laquelle personne parle anglais puisque c'est une boîte de prod chinoise. Lawrence se retrouve donc dans une situation où il doit constamment passer par un interprète pour communiquer avec l'entièreté des équipes du film. Sauf que l'interprète a tellement peur de perdre son job au moindre accroc qu'il traduit que les bonnes nouvelles. Donc les vraies discussions, les vrais problèmes à gérer, tout ça, ça passe pas quoi. Chang croit donc que tout se passe à merveille. Troisième étape pour faire le avatar chinois, les décors du tournage. Sur ce point, Lawrence est agréablement surpris, il n'y a pas de vanne les gars, puisqu'il rentre dans un hangar et il tombe sur une tonne de fausses armes, d'armures réellement faites de métal, de trônes, de sculptures. Bref, il tombe vraiment sur le paradis du décorateur. Pour le coup, il voit que Chang investit clairement un budget fou dans tout ça, ça se voit quoi. Sauf que ça, c'est avant que le traducteur se tourne vers lui et lui explique que tout ça là, c'est tous les trucs que Chang a refusé et qui partent directement à la déchetterie. Voilà, les trucs gardés, eux, sont dans un hangar un peu plus loin, sont beaucoup moins cool que ce qu'il y avait dans ce hangar-là. Et quand Lawrence demande à l'équipe quelques modifications, bah ils vont tout simplement détruire les décors en question et repartir de zéro. Sûrement un souci de traducteur encore. Bon, en tout cas, voilà, on est dans un projet étrange où vous l'avez compris, il y a un budget infini, mais ça n'a aucun impact positif. Voilà, les mecs pédalent dans le vide dans toutes les directions, ils font des dépenses sur des trucs de merde, ils gâchent des trucs bien, et tout ça en boucle, puisque dès que quelqu'un veut dire quelque chose, le traducteur fait pas son taf. Mais écoutez, là, Lawrence, il a une prise de conscience et il se dit, bon, et si la priorité, en vrai, malgré tout, ce serait pas d'avoir un bon script? Eh oui les gars, parce que cette histoire de script, elle est toujours pas réglée. À chaque fois qu'il tente d'amener un truc un peu frais, Chiang refuse et les deux finissent par s'embrouiller. Sauf que là, ça fait 20 fois qu'ils s'embrouillent, Lawrence, il en peut plus, donc il se tourne vers le traducteur et lui demande de dire clairement en chinois à Chiang que ce script est tout simplement la pire merde qu'il n'ait jamais lu de sa vie. Voilà, on n'arrondit pas les angles, tu lui dis ça, pleine gueule. Bon, comme on est sur le traducteur le moins couillu de l'histoire, il va pas traduire ça mot pour mot. Il va arrondir en disant... Ce n'est pas tout à fait ce que Monsieur Lawrence imaginait. Bon alors Chang, il comprend quand même qu'il vient de se faire incendier, hein, puisqu'il a vu que Lawrence a haussé le ton, donc il va lui aussi envoyer de la punchline. Eh bah de toute façon, gros nulos, t'as pas de crédibilité en tant qu'auteur, parce que sinon, il y aurait déjà ton nom sur IMDb. Nulos, je te permets pas. Nul. Je vous rappelle quand même que là, il clash un mec qu'il a lui-même casté et rapatrié en Chine pour bosser sur son projet. En tout cas, pendant que le script définitif n'avance pas, les acteurs, eux, débarquent en Chine dans les studios. Et dès le début, ils captent qu'il y a un truc bizarre. Déjà parce que la prod leur demande de payer eux-mêmes les billets d'avion, ce qui est pas courant. Et surtout parce qu'elle insiste pour garder les passeports de tout le monde. Ce qui est pas à courant non plus. Alors ils acceptent parce qu'ils ont pas vraiment le choix et place au travail. Hop là, on fout directement une perruque ridicule sur le crâne de Steve qui va jouer Atlas. Max, son acolyte, a lui l'honneur d'avoir pour seul costume une sorte de toge un peu cheap qui a ça aucune gueule. Je sais pas quoi vous dire, c'est aucune gueule. Et Lawrence a beau leur expliquer que les gars, c'est juste en attendant, histoire de se projeter un peu dans les personnages. Plus tard, on aura des centaines de costumes faits sur mesure hein, pour vous, à la hauteur et tout, mais plus tard, il y aura rien. Cette toge et cette satanée perruque iront jusqu'au bout du tournage. Du côté de nos tritons là, de nos hommes sirènes, eh ben ils découvrent qu'au lieu d'avoir un casque un peu stylé pour faire illusion, ils ont droit à la place à un bonnet de piscine absolument ridicule. Regardez-moi cette merde, ça fait des plis dans tous les sens, ça n'a aucune gueule. Et pour ce qui est de leur tenue, elle est juste beaucoup trop large. Vu l'urgence de la situation, la prod opte donc pour une technique radicale, coller directement les tenues à la peau des acteurs. Avec de la vraie colle, celle où il y a vraiment marqué en gros et large, ne jamais mettre au contact de la peau. Et pour ce qui est des costumes des sirènes, bon bah je vous laisse juger. Voilà, elle s'est mangé un chalutier en pleine gueule mais... Et d'ailleurs ça c'est la copine de Chang les gars, qui a l'air peut-être d'avoir une petite prise de conscience sur le bourbier dans lequel elle est. Bref, tous les acteurs se rendent compte qu'ils viennent de débarquer chez les fous et que rien ne sera prêt à temps pour tourner. Et pourtant, Chang demande à tout le monde de préparer ses affaires parce que c'est officiel, messieurs dames. Le tournage de Empires of the Deep commence. Alors quand même, petit détail, entre temps, il s'est permis de réécrire une partie du script qui selon lui posait problème, mais sans prévenir Lawrence. Le tournage commence et tout le monde découvre donc le texte en pur freestyle. Et les acteurs, Lawrence et toute l'équipe se rendent compte qu'il en manque les 3/4. Il y a littéralement des grandes pages blanches avec marqué « à écrire plus tard ».
Ce qui fait que ni les équipes ni les acteurs n'ont la moindre idée de comment évolue l'histoire du film, ni d'à quoi ressemble la totalité du scénario. Ce qui, je pense, n'est pas facile pour se mettre dans la peau d'un personnage, puisque le personnage n'est pas écrit. Mais après, je suis pas acteur, moi. Je suis youtubeur. Abonnez-vous. Bref, le tournage commence et toute l'équipe débarque dans un village censé reproduire le village natal d'Atlas. Et malgré cette douce odeur d'incompétence générale, il y a quand même une petite hype qui s'installe. Chang, il a beau faire absolument n'importe quoi, il vient de dépenser plusieurs dizaines de millions de dollars là pour ce tournage. Donc il y a quand même v'là le matos, des véritables caméras de professionnels, tout un set, des équipes qui courent dans tous les sens. Franchement, on s'y croirait. Et si c'était réellement du niveau d'Hollywood? Fin de la blague. Le plateau de tournage est magnifique, mais la désillusion arrive malheureusement très rapidement, puisque tout un tas de couilles vont s'enchaîner à partir de là. Et c'est le cas de le dire, puisque déjà il y a Steve qui remarque que son costume est vraiment très petit, au point où on voit littéralement ses couilles quoi. Alors il improvise, il chope un déguisement un peu au pif dans les costumes qui restent, mais qui correspond pas vraiment à son perso à la base. Mais au moins les couilles sont cachées, tout va bien. Laurence, lui, de son côté, il découvre qu'il y a beau avoir un bête de plateau de tournage et plein de gens qui courent partout, le problème c'est que ces gens qui courent partout, ils l'écoutent pas. Il y a aucune discipline sur le set et les équipes chinoises parlent en boucle sans jamais s'arrêter, y compris pendant les prises. Et donc c'est juste impossible de se concentrer ou d'être efficace. En parlant des prises, écoutez, c'est globalement un fiasco. Les acteurs connaissent à peine leur texte, il y a des bouts de décor qui se cassent littéralement la gueule, des techniciens qui foirent des trucs. Bref, ce mélange là, jamais de la vie ça peut donner un blockbuster. Bon, en tout cas, les scènes dans le village, c'est fait, c'est tourné. Maintenant, faut passer aux scènes qui se passent sur la plage. Ça doit être des scènes mythiques de combat là. Vous savez quand les tritons débarquent sur leur crabe, vous vous rappelez? Alors Lawrence, lui, il avait bien précisé que le plus simple, ce serait clairement de tout faire en studio sur fond vert. Mais non, Chang a insisté pour filmer le plus possible dans des vrais lieux, parce que son inspiration, c'est le Seigneur des Anneaux, et donc il veut des lieux qui claquent. Alors en effet, il a trouvé une plage magnifique, mais il a juste oublié de préciser qu'il y a une station balnéaire juste à côté, remplie de touristes. En voyant ça, Lawrence explose de rire et lui dit bon il y a plus qu'à construire un mur géant pour qu'on soit tranquille quoi. Il l'a fait. Lawrence disait ça pour rire, mais que découvre-t-il quelques jours plus tard en arrivant sur le set? Un putain de mur géant. Sauf qu'il est dans le champ de la caméra et qu'ils vont donc devoir dépenser une blinde en post-production pour l'effacer. Si seulement quelqu'un avait insisté pour tourner en studio. Ah là là. Bon, jusque là c'est quand même un peu marrant, mais malheureusement plus on avance et plus on tombe quand même dans un truc un peu malsain parce que les humains qui bossent sur ce projet, ils prennent cher. Déjà les acteurs se rendent compte que le budget de 100 millions de dollars est visiblement parti en fumée. Ça fait des semaines que plus personne n'est payé et la prod répond même plus à leurs demandes. Ils ont pas de loge et niveau nourriture, tous les jours ils mangent la même chose, un peu de riz, un peu de brocoli et un peu de tranches de poulet. Y a rien d'autre que ça à manger pendant les semaines que dure le tournage. Alors certains vont aller acheter des bonbons et du fast-food pour essayer de garder le bon poids pour leur rôle ou juste pour reprendre un peu de plaisir à manger quoi globalement. Sauf qu'on l'a vu, pour la majorité c'est des gars sans expérience et qui roulent pas du tout sur l'or, donc ils vont juste se retrouver à demander de l'aide à leur famille en leur demandant de leur envoyer de l'argent et d'ailleurs certains vont même recevoir des colis remplis de bouffe directement. Les premiers à se plaindre ça va être les figurants russes, mais ils vont pas juste souligner le fait qu'ils ont pas touché leur argent, ils vont faire une vraie putain de grève. Voilà. Ils vont dire à Chang écoute, tant que tu nous as pas payé, on ramène plus notre cul sur le set. Et ils ont raison. Chang va donc faire un choix tout à fait sain et logique, corrompre des policiers, leur demander de faire une descente dans l'hôtel où sont logés les figurants russes et tous les faire flipper sur la légalité de leur visa. Bonne ambiance le tournage. Tu veux être payé, tu vas finir en tôle connard. Et quand c'est pas les acteurs qui font blocus, c'est les prestataires, eux aussi ils morphent. Il y a carrément le loueur d'une partie du matos qui finit par verrouiller certains studios avec une gigantesque chaîne pour réclamer son argent. Le pire dans tout ça c'est que malgré tout, les gens continuent de croire tant bien que mal au projet. Voilà, ils se disent tous que des retards de paiement, ça peut arriver et qui sait, le film va peut-être vraiment cartonner à l'arrivée et on sera bien content d'avoir été patient. Comment ça il va pas sortir? Au-delà de ça, les scènes où il y a des cascades, elles sont faites sans cascadeurs. Voilà, c'est les acteurs qui doivent eux-mêmes faire les cascades alors qu'ils ont aucune formation. D'ailleurs, pour pimenter le tout, Chang hésite pas à leur passer des chevaux absolument pas dressés pour faire du cinéma. Ils passent donc leur temps à flipper et à cabrer dans tous les sens. En parlant de cheval, Steve, lui, il a carrément failli être empalé sur une branche d'arbre. Voilà, après que son cheval ait pris peur et foncé vers des arbres tête baissée. Suite à quoi Chang a décidé de changer le cheval pour un cheval moins peureux, pas plus qualifié, juste moins peureux. Alors le danger, malheureusement, c'est pas que les chevaux, c'est aussi les conditions de tournage au global. Chang il insiste toujours pour tourner dans des endroits super difficiles d'accès et parfois ils ont tellement peur qu'ils se déplacent en rampant au sol directement par peur de tomber et de se péter un truc. Allez les tritons et les sirènes, on se dépêche là, la grotte n'est plus qu'à 6 heures de marche. Où est mon hélicoptère? Heureusement les équipes ont un peu de répit puisqu'il y a quand même des scènes tournées en studio sur fond vert. Et là d'un coup tout le monde est un peu plus serein, au moins pour sa vie quoi. Après pour la qualité du contenu ça fait longtemps que bon. Ces scènes en studio pour autant elles sont pas non plus bien encadrées. Toutes les scènes sous-marines par exemple sont faites dans un bassin artificiel en studio, sauf que ça arrive régulièrement que l'équipe technique fasse tomber des appareils électroniques dedans. D'ailleurs ce bassin, le staff n'a aucune idée de comment bien l'entretenir, donc ils vont juste le bombarder de chlore tous les jours, sauf que Steve lui il tourne dedans quoi. Donc ces tournages ressemblent à ça.
chaque fin de journée, il a les yeux en feu et il voit trouble jusqu'au lendemain quand il se réveille. Ah oui, et dans les studios aussi, il y a des poulets morts. Voilà, ça c'est lié au fait que Chang insistait pour qu'il y ait un peu de vie dans les décors, que ça fasse plus réel, donc il a mis des poulets. Mais il a pas pensé à mettre des gens pour s'occuper des poulets, voilà. Ils sont juste morts de faim. Bref, Empire of the Deep, c'est de la science-fiction, de la romance, de la tragédie grecque, mais aussi de la maltraitance d'animaux, d'humains, aucune sécurité et rien qui y tient la route. Voilà le pitch, mais en tout cas avec ça, on devrait avoir un film légendaire. Mais pour ça, faudrait que le tournage aille jusqu'au bout, parce que les gens quand même finissent par craquer et par se barrer. Chang dit qu'ils sont juste trop douillés, et Lawrence, lui, il tente de temporiser. Mieux que ça même, il assume enfin son rôle de réalisateur, et il commence à défendre ses équipes. Oui, il va même aller jusqu'à dire à Chang que ses conditions sont inacceptables et que lui et les équipes ne tourneront plus rien tant que ce ne sera pas réglé. Voilà mon Lawrence, montre-lui qui c'est le patron, putain. Chang s'en fout, lui dit bah frérot t'es pas content, casse-toi. Et spoiler, Lawrence reste. Il a juste eu un petit coup de testo, je crois. Bon, du coup, certains acteurs se barrent directement par leurs propres moyens. C'est le cas de Irena Violet, une actrice qui chope très régulièrement la crève puisqu'on la force à se maquiller en extérieur. Sauf que Irena, bah, elle a une tenue de sirène en slip, donc elle passe des heures tous les jours dans le froid. Chang refuse ce départ et il lui dit écoute, si tu veux partir, tu dois me rembourser de l'intégralité de ce qu'on t'a payé jusque là. Ce qui est honteux, on est d'accord, elle a fait son taf, voilà, les conditions sont infâmes, elle a le droit de se barrer et d'abandonner. Et rappelez-vous ce petit détail, la prod, quand ils sont tous venus en avion, ont pris les passeports des acteurs. Et donc Chang refuse de lui rendre son passeport si elle ne le rembourse pas. En gros, elle est prisonnière quoi, elle peut pas rentrer chez elle. Face à ça, Irena en panique, elle appelle le consulat américain pour avoir de l'aide, et le consulat lui conseille tout simplement de fuir. Hop là, c'est un film dans le film, opération évasion pour Irena et son copain qui bossent aussi sur le tournage. En pleine nuit, ils vont sauter de la fenêtre de leur hôtel et courir vers le commissariat le plus proche, avant d'être escortés jusqu'à la station de train qui les emmènera ensuite vers Shanghai. De là, le consulat leur délivre un passeport d'urgence et ils s'enfuient à tout jamais de la Chine. On l'a pas vu venir. C'est peut-être un meilleur pitch que celui d'Empire of the Deep au final. Lawrence entend parler de cette histoire et ça le chauffe. Il décide une fois de plus d'aller voir Chang et de lui mettre un énième coup de pression, et cette fois il lui dit écoute mec, si tu débloques pas davantage de fonds, je me casse. Mais je vous apprends rien, Chang est complètement hermétique au coup de pression de Lawrence. Il lui répond donc juste que bah il a qu'à se barrer s'il est pas content, mais quand même il lui demande s'il connaîtrait pas un autre réal au passage pour le remplacer. Demande audacieuse, on est d'accord, mais en tout cas Lawrence part vraiment. Empires of the Deep n'a maintenant plus de réalisateur puisqu'il a rage quitté le tournage. Alors suite à ce départ, on pourrait se dire que bah ça y est, c'est la fin et que c'est pas une mauvaise chose, mais non. On est maintenant en février 2010 et je vous présente Michael French, un réalisateur qui lui aussi n'a aucune idée du merdier dans lequel il vient de se mettre. Alors il découvre le script sur le tard et déjà le premier truc qu'il pense c'est que c'est une comédie. Premier degré, il croit qu'il va devoir réaliser une comédie. C'est dire à quel point le script est à chier. En tout cas, il va assurer, il fera de son mieux, il arrivera à tourner la suite des scènes qui manquent pendant près de 2 mois. 2 mois à l'issue desquels son contrat se termine, mais Chang essaie de gratter, il lui demande s'il veut pas rester 2-3 mois de plus et tourner un peu plus de scènes encore, gratuitement. Michael refuse, il est donc remplacé illico presto par un autre gars, un autre réalisateur qui va demander à Chang de transformer le film en un film romantique épique. Ce que Chang va refuser, ils vont quand même tourner quelques scènes et c'est là que ça s'arrête enfin. Voilà, fin de tournage, bravo à tous, on a notre film dans la boîte. Chang passe donc à la phase 2 de son plan, le marketing. Et Dieu sait que c'est important. Il organise donc une espèce de conférence de presse épique dans laquelle il invite des journalistes du monde entier et où il tente de faire passer son film pour le blockbuster. Pour lui, aucun doute, le film va être distribué dans plus de 160 pays, il va être invité au Festival de Cannes et c'est le nouveau Spielberg. Et avec tous ces efforts marketing, bah écoutez, ça prend. Et la presse commence à parler d'un avatar chinois. Sauf que l'avant-première, prévue en 2011, n'arrive jamais. Il manque encore des scènes que Chang a complètement oublié d'inclure et le script est encore retravaillé. Parce que pourquoi pas. Et puis en 2012, petit miracle, le trailer du film est officiellement mis en ligne. Allez, sortez le popcorn, sortez le Ciao Kombucha, on en rêvait tous, c'est pour vous. Legend of the ages are true. 1,000 years have passed since our kingdoms have assembled. Lies in the prophecy and the power of the sacred temple. J'ai jamais vu un truc aussi cher et cheap à la fois. Mais juste pour cette écrevisse qui met des grosses droites, ça valait le coup. Bravo Chang.
Bravo. Bon, alors autant vous dire que tout le monde à l'époque a juste tapé une énorme barre en voyant ça. Je pense que ça parlait un peu moins d'un avatar chinois dans la presse d'un coup. Et Chiang avait beau tenter de s'incruster à tous les événements de cinéma du monde, bah personne voulait de son projet. Mais malgré tout, il continue de faire croire à son équipe que tout va bien. En 2013, il envoie même un message à Steve pour lui dire de louer son meilleur costard et de prendre un billet d'avion direction la France parce que le festival de Cannes l'attend. Oui, messieurs, dames, il va monter les marches pour faire... Ça ne se fera jamais. Voilà, juste avant de prendre l'avion, il reçoit un SMS de Chiang qui lui dit « Ah, en fait, c'est annulé. Il n'y a pas le festival de Cannes cette année. C'est annulé. » En tout cas, Chiang, il laisse pas tomber et il décide à nouveau de rassembler toute la prod et de tenter des nouveaux trucs. Alors, cette fois, non pas en tournage, mais en post-production. Vous savez, quand ce qu'on a tourné, c'est pas dingue, bah on essaie de rattraper comme on peut en post-production. Et pour ça, il fait appel à Michael Kahn. Rien que ça, c'est l'un des monteurs de Spielberg. Sa mission, ça va être d'essayer de retaper le film pendant quelques mois et il va s'y coller. Mais malheureusement, à l'issue de ces quelques mois, il y a une projection qui est organisée avec toutes les équipes du film, les acteurs, etc. Et le bilan est unanime. C'est nul! Mais c'est tellement nul que ça pourrait être un film un peu culte, tu vois, genre un gros nanar. Donc tout le monde est dépité, mais en même temps, on sait jamais. Et messieurs, dames, ça y est, libération. Chiang avoue enfin qu'il a explosé son budget et qu'il a plus un rond à mettre dans ce projet. Il fait donc le choix logique de lancer un financement participatif. Tu vas l'avoir ton t-shirt Empires of the Deep. Bah oui, après avoir mal dépensé 130 millions de dollars, autant faire raquer le public directement. Alors il est sympa, il demandait pas non plus des millions puisqu'il demandait 150 000 $ et qu'il atteindra 2% de cette somme. Le combat de sirène un peu cheap a pas convaincu grand monde, mais il y a quand même des gars qui ont mis de l'argent, je trouve ça fantastique. En vrai, ce qu'on donnait, je pense qu'ils voulaient juste pouvoir dire qu'ils ont contribué à la naissance du navet ultime, du pire film de l'histoire du 7ème art, et c'est un beau palmarès. Voilà. Si j'avais su, j'aurais peut-être mis 10 balles moi aussi sur ce GoFundMe. C'est quoi la suite? Comment tout ça se termine? Eh ben écoutez, aujourd'hui encore, Empires of the Deep n'a toujours pas vu le jour. Eh oui. Je sais, c'est triste. Alors évidemment, des fois, il y a des journalistes qui approchent Chiang et qui lui demandent des news de ce film. Et il garde la tête froide puisqu'il prétend que c'est toujours en production, que ce sera bien évidemment un succès énorme et que le monde n'est pas prêt pour un tel chef-d'œuvre. Bon, il y a un petit peu de déni, Chiang, tu vas me consulter un psy? La réalité, c'est qu'on est maintenant en 2025, que le film devait sortir en 2016, et que malheureusement, bah, il y a toujours aucune trace de Triton. Empires of the Deep aura donc été un fiasco du début à la fin, ça aura donc été tout simplement un caprice de milliardaire. Et ce qui me fait le plus chier dans cette histoire, c'est que j'ai envie de le voir, ce film. Je sais pas, Chiang, au moins fait un documentaire sur le fiasco que ça a été, putain, en mode Woodstock ou Fire Festival. S'il te plaît, les mecs sur les crabes, je veux les voir, les sirènes qui bouffent des mecs, je veux les voir, les costumes, je veux tous les voir. En tout cas, c'est comme ça que s'achève l'histoire de ce film maudit, de ce caprice de milliardaire. Ça se trouve, s'il avait eu un peu plus d'humilité, Chiang, et qu'il avait commencé par un projet un peu plus simple, et qu'il s'était un peu mieux entouré, et qu'il s'imposait un peu moins aussi dans les processus de création, parce que c'est pas son métier, ça aurait pu donner un film ok. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté, j'espère que cette histoire vous a plu. Merci encore à Céline d'avoir sponsorisé la vidéo, n'oubliez pas, le lien est en description, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!